On a également une modification sur l'exigibilité de la TVA pour les livraisons de biens, notamment sur les acomptes, puisqu'on sait que normalement, en cas de livraison de biens, l'exigibilité de la TVA intervient lors de la réalisation du fait générateur, donc lors de la livraison du bien. Mais maintenant, suite à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, on aura une exigibilité de la TVA applicable à partir du versement préalable de l'acompte. Et ainsi, dans ce cas, la TVA deviendra exigible au moment de l'encaissement de l'acompte à concurrence du montant encaissé. Et il faut savoir que cette mesure sera applicable aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. Toujours en matière de TVA, une information importante en matière de DEB, donc sur la déclaration d'échange de biens, et avec la suppression des fonctions statistiques de la DEB, en tirant les conséquences de l'abrogation à compter du 1er janvier 2022 d'un règlement européen. Donc il y a pas mal de modifications qui seront mises en place avec un dispositif de pré-remplissage automatique qui va être proposé aux entreprises afin de ne pas alourdir leurs obligations déclaratives. Et je vous conseille de regarder sur le site des douanes avec les nouvelles mesures pour prendre en compte les nouvelles mentions à mettre dans la DEB à l'expédition. Et d'ailleurs, cette mesure fait suite à la note sur les opérateurs du 18 octobre 2021 sur les nouvelles obligations de DEB auxquelles je renvoie pour que vous ayez des informations plus détaillées sur les nouvelles mentions à marquer. Ensuite, on passe aux mesures en matière d'impôts locaux et 2 décisions jurisprudentielles. La première sur la taxe sur les bureaux en Île-de-France, puisqu'on a une nouvelle définition de la notion de surface de stationnement annexée, puisque le Conseil d'État a jugé que sont seules soumises à la taxe annuelle, cette taxe sur les bureaux en Île-de-France, les aires couvertes ou non destinées au stationnement des véhicules à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser au-delà du lien de proximité entre les locaux taxables, les liens fonctionnels avec les locaux pour savoir si on est assujetti à la taxe sur les bureaux sur les surfaces de stationnement. Et ainsi, seules les surfaces de stationnement dont l'utilisation contribue directement à l'activité déployée dans les locaux taxables peuvent ainsi être qualifiées. Et ce qui fait que les dépendances immédiates ou indissociables des surfaces de stationnement, telles que les voies de circulation interne desservant les emplacements de stationnement, ne sont pas taxables. Donc dans ce cas-là, il y a une possibilité en 2022 de réclamer sur cette partie la taxe de l'année 2020. Également en matière de football, on a sur les conditions de déduction des frais de déplacement pour la CVAE, notamment sur les frais de déplacement qui sont versés aux joueurs de football professionnel. Il faut savoir qu'ils ne sont pas déductibles pour la détermination de la CVAE du club qui les emploie, dès lors qu'ils représentent un caractère forfaitaire et correspondent à des remboursements de frais de trajet entre leur domicile et leur lieu d'entraînement. En fait, on peut toujours déduire les frais de déplacement de l'assiette de la CVAE, sauf que à partir du moment où les charges sont des sommes forfaitaires présentées comme des remboursements de frais de trajet entre domicile et lieu d'entraînement et non des frais de déplacement liés à des matchs, elles ne peuvent pas être déductibles de la détermination de la CVAE. On passe maintenant en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Toujours dans le cadre du plan indépendant, c'est cette possibilité temporaire d'amortissement fiscal du fonds commercial. Puisqu'on sait qu'il y a une différence entre le traitement comptable et fiscal, et afin d'aider les entreprises dans le cadre de l'épidémie Covid-19, il y a la possibilité de déduire les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc dans ce cas-là, on aura une connexion temporaire entre la comptabilité et la fiscalité, tout en sachant que les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis en dehors de cette période devront faire l'objet d'une réintégration pour la détermination du résultat fiscal de l'entreprise. Alors bien sûr, il y a des modalités spécifiques d'articulation avec les provisions pour dépréciation qui sont constatées au titre de ces fonds commerciaux et qui font l'objet de l'amortissement déductible, puisque celles-ci devront être rapportées au résultat imposable de chacun des exercices suivants, celui au titre duquel elle a été déduite. D'ailleurs, cette mesure fait suite à l'avis du Conseil d'État qui avait bien précisé que la règle comptable qui autorise les petites entreprises à amortir leur fonds commercial sur 10 ans est incompatible avec la loi fiscale. Ensuite, autre mesure du plan indépendant, c'est la possibilité pour les entrepreneurs individuels d'opter à l'IS lorsqu'ils sont sous la structure juridique entrepreneurs individuels. Donc ils pourront opter à l'impôt sur les sociétés à condition de ne pas être au régime micro. Donc ils vont pouvoir opter pour une assimilation à une EURL ou une EARL selon leur activité. Et par contre, précision importante, lorsqu'ils seront à l'impôt sur les sociétés, les dividendes qui vont se verser vont être soumis aux cotisations et contributions sociales lorsque la fraction des dividendes va excéder 10% du montant du bénéfice net imposable de l'exercice précédant la distribution. Ensuite, la loi de finances pour 2022 a instauré un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative dans le cadre des contrats de collaboration conclus entre le 1er janvier 2022 et 31 décembre 2025. Donc, il y a plusieurs conditions d'application de ce nouveau crédit d'impôt, notamment du fait que les dépenses doivent être facturées à des travaux de recherche localisés en Union européenne, Norvège, Islande ou Liechtenstein. Également, mesure de la loi de finances pour 2022, c'est les conditions d'imputation du carry-back, puisque pour le report en arrière des déficits qui sont constatés pour l'exercice clos à compter du 31 décembre 2021, le bénéfice d'imputation va s'entendre du bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS, mais minoré des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices ayant donné lieu au paiement de l'IS au moyen
non seulement des crédits d'impôt, mais également des réductions d'impôt. Donc c'est la précision complémentaire. Ce bénéfice devrait être minoré également des réductions d'impôt. Et on vise notamment en pratique la réduction d'impôt mécénat. Alors à titre jurisprudentiel, on peut noter la décision Katana Group sur la cession de titres reçus en contrepartie d'un apport à une société en difficulté, puisqu'il a été estimé que la limitation de la déductibilité des moins-values à court terme ne s'applique qu'aux titres ayant fait l'objet d'une émission nouvelle en contrepartie d'un apport, et non pas lorsque l'augmentation du capital de la filiale a été réalisée par élévation de la valeur nominale des titres de cette dernière. Donc en fait, ça va vous permettre de faire une réclamation contentieuse si vous êtes une entreprise qui aurait limité la déduction de la moins-value de cession, alors que l'augmentation du capital de la filiale n'avait pas donné lieu à une émission nouvelle. Dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de faire une réclamation fiscale pour demander la déduction complémentaire de cette moins-value de cession. Enfin également, dans le cas de la loi de finances pour 2022, on a une précision du régime antidispositif hybride et notamment sur la clarification de l'incidence du délai d'inclusion de 24 mois. Enfin notamment de lever toute ambiguïté sur le moment auquel la charge qui n'a pas donné lieu à une inclusion dans un délai de 24 mois doit être réintégrée. Et d'ailleurs, au niveau des mesures anti-hybrides, je vous renvoie aux commentaires de l'administration fiscale du 15 décembre 2021 qui précise notamment toutes les mesures de lutte contre les dispositifs anti-hybrides. Maintenant, on peut passer à la fiscalité des réorganisations et notamment un arrêt du Conseil d'État qui estime que, en cas de fusion avec effet rétroactif, toutes les conséquences de la fusion peuvent être prises en compte pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante dans le bilan de clôture de l'exercice de conclusion définitive du traité de fusion. Et toutefois, les effets de la fusion ne peuvent pas remonter à une date antérieure à la plus récente des dates d'ouverture des exercices des deux sociétés au cours desquelles le traité de fusion a été définitivement conclu. Ensuite, on peut passer aux nouvelles en matière de fiscalité internationale, notamment le fait du nouvel accord sur les travailleurs transfrontaliers dans le communiqué du 16 décembre 2021, puisqu'on sait qu'il y a une période de neutralisation sur les jours de travail à domicile des transfrontaliers et des frontaliers dans le cadre de l'épidémie Covid-19, et cette neutralisation de ces jours est prorogée jusqu'au 31 mars 2022, avec une reconduction possible jusqu'au 30 juin 2022. Visés par ces accords, c'est les accords avec l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et l'Italie, et également avec le Luxembourg. On rappelle également qu'il y a eu la signature de nouvelles conventions fiscales entre la France et la Belgique, avec l'alignement des règles conventionnelles sur les principes OCDE, et notamment le modèle OCDE de la Convention fiscale 2017, avec les recommandations BEPS. On a une redéfinition des notions de résidence fiscale et d'établissement stable, et également, notamment, l'introduction d'une clause générale anti-abus. Mesure également importante pour les résidents fiscaux français qui ont des revenus de source luxembourgeoise, puisqu'on sait qu'il y a eu une nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg, et il est offert la possibilité pour les résidents fiscaux d'obtenir un correctif sur l'imposition des revenus de source luxembourgeoise 2020 et 2021, notamment pour limiter l'impact négatif dû à la mise en place de cette nouvelle méthodologie dans la nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg. Il y a une possibilité de réclamation fiscale auprès de l'administration fiscale directement sur impôt.gouv.fr. Il y a un pas à pas didactique qui permet justement de rectifier sa déclaration de revenus 2020 et également sa déclaration de revenus 2021 et de pouvoir demander l'application exceptionnelle sur ces revenus 2020 et 2021 de l'application de l'ancienne convention fiscale, enfin de la méthodologie de l'ancienne convention fiscale pour éviter la double imposition des revenus de source luxembourgeoise. Donc il y a des procédures sous format papier ou sous format en ligne selon les revenus. On vous invite à regarder le tutoriel sur impôt.gouv.fr ou à nous contacter pour qu'on vous aide à faire cette réclamation si vous étiez résident fiscal français avec des revenus de source luxembourgeoise en 2020 et 2021. Alors première vraie mesure de la loi de finances pour 2022, c'est sur la retenue sur les revenus non salariaux de l'article 182B du CGI, qui en fait on a une mise en conformité avec le droit européen et sur l'application retenue à la source sur certains revenus non salariaux versés à des personnes qui n'ont pas d'installation professionnelle permanente en France. Ainsi, pour le calcul de cette retenue à la source, on va pouvoir prendre en compte les charges qui sont effectivement supportées par les bénéficiaires des versements, avec la possibilité d'avoir un abattement forfaitaire non plafonné fixé à 10% des versements, sous certaines conditions, et également la possibilité de demander dans le délai de réclamation la restitution de la différence entre la retenue à la source qui a été opérée et la retenue à la source qui doit être calculée à partir d'une base nette de charges réelles. Toujours en matière de retenue à la source et notamment pour les sociétés, on a la possibilité pour les sociétés étrangères bénéficiaires de revenus qui sont soumis à toutes les revenus à la source qui sont listés sur le slide, d'obtenir la restitution d'une partie de l'imposition prélevée compte tenu encore des frais réellement supportés pour l'acquisition et la conservation des revenus. Donc là également, c'est la suite de la décision du Conseil d'État du 11 mai 2021. Et on a également, dans le cadre de la loi de finances pour 2022, un aménagement du dispositif temporaire de restitution de retenue à la source pour les sociétés étrangères déficitaires et sur les conditions de demande. Également, dans le cadre là, de la loi de finances rectificative pour 2021, on a
des précisions sur la restitution partielle en cas de cession de titres de participation par une société étrangère et la mise en place d'une procédure de restitution qui permet à certaines sociétés étrangères d'obtenir la restitution de leur part de prélèvements qui vont excéder l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France. C'est pour ça qu'il peut y avoir un prélèvement sur les plus-values dites substantielles lorsque on détient plus de 25% dans les bénéfices sociaux de la société, à un moment quelconque au titre des 5 dernières années. Et par principe, ce prélèvement est 26,5 pour 2021. Mais les sociétés étrangères vont pouvoir demander la restitution du trop perçu sur ce prélèvement par rapport à l'imposition qu'elles auraient eue si elles étaient situées en France, puisqu'on sait que si la société était en France et cédait des titres de participation, elle n'aurait aucune imposition sauf quote-part de frais et charges à hauteur de 12%. Donc c'est cette différence entre cette quote-part de frais et charges et le montant du prélèvement qui pourrait être restitué, mais il n'y a pas encore de précision sur les modalités de restitution. Donc on est dans l'attente d'un décret ou de commentaires administratifs sur ce point. On a également une précision sur la nature du caractère déficitaire des sociétés pour les demandes de restitution de retenue à la source sur les dividendes qui sont versés aux sociétés étrangères déficitaires, puisque c'est bien précisé que c'est la société non résidente qui doit justifier pour chaque exercice l'existence des résultats déficitaires, à charge pour l'administration fiscale de contester cette situation, et on doit apprécier ce caractère en tenant compte des dividendes dont l'imposition a fait l'objet de la demande de restitution au titre de l'exercice, et lorsque la législation d'état de résidence autorise le report de déficit, des éventuels dividendes ayant ouvert droit à une restitution au titre d'exercice antérieur. On a également une décision importante sur l'imputation des crédits d'impôt étrangers lors de la cession de titres de participation étrangers, puisque le Conseil d'État a invalidé la doctrine administrative et permet qu'en cas de réalisation d'une plus-value de cession de titres de participation étrangers, l'imposition de la quote-part de frais et charges correspondant à un montant d'impôt français permette l'imputation du crédit d'impôt étranger. Donc sur cette quote-part de frais et charges à 12%, du montant brut de la plus-value de cession, on doit pouvoir imputer l'impôt acquitté à l'étranger sur la cession et en application de la convention fiscale. Donc il y a également une possibilité de réclamation contentieuse pour demander la correction du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés acquitté en 2020 et 2021. Enfin, jurisprudence importante en matière d'établissement stable dans le domaine du digital et sur les questions d'activité occulte et de rallongement de la prescription et des pénalités à hauteur de 80%. Jusque-là, on a les suites de l'arrêt Conversant International et sur le fait de savoir comment qualifier une activité occulte pour un établissement stable qualifié nouvellement dans le domaine du digital. Et dans ce cas, la Cour administrative d'appel sur renvoi dans l'affaire Société Conversion International confirme bien l'existence d'un établissement stable dans le domaine du digital, tant au regard de l'impôt sur les sociétés qu'en matière de TVA, puisque la société française qui va décider de manière habituelle de transactions que la société irlandaise se borne à entériner, même s'il n'y a pas de conclusion formelle de contrat en son nom, doit quand même être regardée comme disposant de pouvoir lui permettant de l'engager dans une relation commerciale. Donc dans ce cas-là, la société étrangère irlandaise a bien un établissement stable en France en matière d'IS et TVA, sous référence aux commentaires au CDE publiés après la signature de la Convention franco-irlandaise. Donc là, il n'y a pas vraiment de question sur la caractérisation d'un établissement stable. C'est posé ensuite la question de l'application automatique de la prescription allongée de 10 ans et des pénalités de 80% pour activité occulte, puisque l'administration fiscale avait appliqué directement ces majorations et cet allongement de la prescription, mais la Cour administrative d'appel estime quand même que compte tenu des incertitudes majeures qui existaient au titre de ces années sur les modalités d'imposition des groupes internationaux et sur le fait qu'il y avait quand même des incertitudes sur ce type d'activité et sur la consécration d'un établissement stable, le fait qu'il n'y ait pas eu de souscription de la société étrangère en France peut être estimé constituer une erreur qui peut justifier qu'elle n'ait pas acquitté de ses obligations en France. Et ce qui va permettre d'écarter la prescription allongée de 10 ans et les pénalités de 80%. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de se demander à partir de quand les sociétés dans le digital pourront se voir appliquer la prescription de 10 ans et les pénalités de 80%. On peut penser que c'est à partir de la date à laquelle la jurisprudence a adopté cette nouvelle notion d'établissement stable à l'économie du numérique, donc à l'économie digitale, donc le 11 décembre 2020, donc dans cet arrêt conversant, que pourra partir ce délai de 10 ans et les pénalités de 80%.